Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment rendre jolie une liste d'éléments ou un tableau en utilisant du CSS. Cette vidéo est la 6e partie d'une série de vidéos sur les fondamentaux du CSS. Comme prérequis pour suivre cette partie, vous devez savoir comment modifier le style d'un élément et comment utiliser les pseudo-classes. Si vous n'avez pas ces prérequis, alors vous trouverez en description de cette vidéo les liens vers la première et la 5e partie de cette série de vidéos qui traitent ces sujets. Vous trouverez également en description de cette vidéo le lien vers le fichier représentant la page HTML que nous allons utiliser pour la pratique. Hello, moi c'est Modeste Siongo. Je suis développeur web et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec le monde les connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma carrière jusqu'ici. Chaque jeudi, je partage avec vous une vidéo sur un sujet ou une technologie en rapport avec le développement web. Pour commencer, nous allons télécharger le fichier représentant la page HTML que nous allons utiliser pour la pratique. Je mettrai donc en description de cette vidéo le lien pour le téléchargement de ce fichier. Donc, une fois sur le lien, nous allons cliquer ici sur le bouton RAW, clic droit, enregistrer sous. Le fichier est nommé par défaut liste table.html. Donc je vais l'enregistrer ici sous le nom index.html. Donc je l'enregistre dans le dossier base CSS que j'ai eu à créer durant la vidéo précédente. Donc j'enregistre le fichier. Donc je vais également mettre en description un second lien qui représente une image ou une icône que nous allons utiliser également pour la pratique. Donc pour télécharger ce fichier, je fais Download, je fais clic droit sur l'image, je fais Enregistrer sous. Donc j'enregistre également ce fichier dans le même dossier, donc je fais Save ici. Pour vérifier que les fichiers ont été bien enregistrés, je vais retourner dans mon explorateur de fichiers. Et dans le dossier base CSS, donc je vois bien que j'ai mes deux fichiers que je viens de télécharger. Donc je peux ouvrir mon fichier représentant ma page de test pour voir à quoi cela ressemble. Donc ma page de test ressemble un peu à ça. Je peux maintenant ouvrir le dossier contenant ce fichier dans mon éditeur de test. Donc je me rends dans mon éditeur de test ici. Donc depuis le menu, je fais ouvrir dossier. Donc je vais choisir le dossier base CSS dans lequel j'ai enregistré mes différents fichiers téléchargés. Donc là, je vois bien que j'ai mes deux fichiers. Je vais ensuite créer un fichier CSS que je vais lier à ma page. Donc je viens ici, je fais nouveau fichier style.css. Donc je vais ensuite lier ce fichier à notre page HTML en utilisant la balise link. Donc je précise l'attribut rel ici, auquel je donne la valeur stylesheet. Je précise ensuite le chemin vers le fichier CSS que nous venons de créer. Donc je mets ici style.css. J'enregistre. Donc ici, je vais mettre maintenant côte à côte mon éditeur de test et mon navigateur. Donc pour tester que mon fichier CSS est bien lié à ma page, je peux ajouter un test ici. Donc je mets par exemple ce sélecteur. Je vais essayer de mettre tout le contenu de ma page en bleu, par exemple. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc, je vois bien que tout le contenu de ma page passe en bleu, ce qui prouve que mon fichier CSS est bien lié à ma page de test. Donc, je peux effacer le contenu. Donc, j'ai maintenant ma page dans mon état initial avant l'application du CSS. Le CSS fournit des propriétés qui permettent de modifier le style des listes d'éléments. Pour modifier le style des puces, on utilise la propriété CSS list style type. Cette propriété peut prendre différentes valeurs dont certaines sont indiquées ici. Comme exemple, nous avons la valeur none qui permet de désactiver l'affichage des puces et la valeur square qui permet d'utiliser un carré pour l'affichage des puces.
Nous avons quelques exemples ici qui utilisent la propriété listStyleType pour modifier le style des puces de certaines listes. Donc nous avons un premier exemple ici qui désactive l'affichage des puces pour la liste d'éléments portant l'ID menu. Nous avons un second exemple qui utilise le chiffre ou les chiffres romains pour l'affichage d'une liste ordonnée. Pour tester cela, nous allons retourner à notre éditeur de test et faire quelques modifications. Donc ici, je vais modifier le style de puce de mes deux listes ici. Donc sur ma page, j'ai deux listes. Donc une première liste représentée par l'élément possédant l'ID liste 1 et le second liste 2. Donc je vais ici modifier le style de puce de la première liste ici. Je vais d'abord changer la liste pour avoir une seconde liste qui soit une liste ordonnée. Donc je vais mettre OL ici. Ok. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc j'ai une liste ordonnée et une liste non ordonnée. Donc je vais modifier ici le style de puce pour utiliser des carrés par exemple. Donc ma première liste, il s'agit de cette liste, donc je prends son identifiant. Donc je mets dièse l'identifiant. Donc je mets liste style, list style, list style type. Donc ici je lui donne la valeur square pour un affichage de puce en utilisant des carrés. Donc je vois que l'affichage change pour prendre maintenant une représentation en carré. Donc je vais faire la même chose pour ma seconde liste. Supposons que je veux désactiver ici l'affichage des puces. Donc dans ce cas, il s'agit de la numérotation. Donc il s'agit de ma liste ici. Donc je peux faire liste style type et lui donner la valeur null. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc je vois que l'affichage de la numérotation est désactivé pour cette liste. Donc je peux également changer la valeur ici. Vu que c'est une liste ordonnée, je peux changer la valeur en mettant par exemple à part roman ici. Donc là, ça me permet d'utiliser des chiffres romains en majuscules. J'actualise, donc je vois maintenant que j'ai des chiffres romains en majuscules qui sont utilisés pour la numérotation. Je vous invite donc à tester les différentes autres valeurs par vous-même pour voir le rendu visuel. Pour l'affichage d'une liste d'éléments, le CSS nous permet également d'utiliser une image à la place des puces classiques que nous avons ici. Dans ce cas, il s'agit des cercles. Donc le CSS nous permet d'utiliser à la place de ces cercles une image. Pour réaliser cela, on utilise la propriété CSS list style image. Cette propriété prend comme valeur le chemin vers l'image à utiliser. Pour tester cela, je vais retourner à mon éditeur de test. Donc ici, nous allons remplacer les puces qui sont des cercles dans ce cas par l'image que nous avons téléchargée précédemment. Donc il s'agit de l'image ici info.png. Donc ici, je modifie cela. Donc je mets list style image. Donc comme valeur, je lui mets le chemin vers le fichier. Dans mon cas, le fichier CSS et le fichier image se trouvent dans le même dossier. Donc je peux préciser le nom ou le chemin directement en indiquant le nom du fichier. Donc dans mon cas, il s'agit de info.png. Donc j'enregistre, j'actualise ma page. Donc je vois bien que à la place des cercles ou à la place des puces, j'ai maintenant l'image ici qui est utilisée pour l'affichage de ma liste. Le CSS nous permet également de modifier la position des puces ou la position de la numérotation. Pour cela, on utilise la propriété CSS list style position qui peut prendre l'une des valeurs suivantes. Donc on peut indiquer que les puces sont soit positionnées à l'extérieur ou à l'intérieur. Pour voir ce à quoi cela ressemble visuellement, je vais modifier ici la valeur du positionnement pour le mettre en inside. Donc je retourne dans mon éditeur de test.
Donc je vais modifier ici la propriété. Donc je mets ici list style position. Donc je lui donne dans ce cas la valeur inside. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc on voit que les puces sont maintenant un peu poussées vers l'intérieur. Donc l'affichage par défaut c'est outside. La valeur par défaut est outside. Donc si je mets ça, donc supposons que je mette la même chose ici. Si j'enregistre, je n'aurai aucun changement ici. Pourquoi? Parce que le outside représente la valeur par défaut. Par contre, si je change cette valeur et que je mets maintenant inside, on voit que la puce est un peu poussée vers l'intérieur. La numérotation dans ce cas sera un peu poussée vers l'intérieur. Il faut noter que pour les trois propriétés CSS que nous venons de voir, il existe une forme contractée globale qui est list style. Cette propriété permet de préciser en une seule fois les valeurs des trois propriétés que nous avons vues précédemment, à savoir le list style type, le list style image et le list style position. Donc nous avons ici quelques exemples qui utilisent cette forme contractée. Donc ici par exemple, nous précisons à la fois le list style type et le list style position en utilisant la forme contractée. Nous allons retourner à notre éditeur de test et faire un exemple en utilisant la forme contractée. Donc je vais dans un premier temps effacer tout ça. Pour la deuxième liste, j'actualise d'abord ma page. Je fais pareil ici. J'actualise ma page. Donc je vais modifier ici le list style en utilisant la forme contractée. Donc je vais dire par exemple que je veux utiliser une image. Donc je fais ici URL. Donc on a vu tout à l'heure que c'était info.png. Donc là j'indique simplement que je veux afficher une image à la place des puces. Donc je peux maintenant dire que je veux que l'affichage des puces ait un positionnement à l'intérieur. J'actualise ma page, j'ai le résultat escompté en utilisant la forme contractée. Nous allons maintenant voir comment ajouter du style à un tableau en utilisant du CSS. Je vais donc retourner dans mon éditeur de test. Sur ma page de test, j'ai un tableau représenté par l'élément table ici. Donc si je retourne dans mon navigateur, il s'agit de cet élément, donc de ce tableau ici. Il faut noter que par défaut, les tableaux sont affichés sans bordure et le contenu de chaque cellule est aligné à gauche par défaut. Nous allons dans un premier temps commencer par afficher la bordure des cellules du tableau. Donc dans un premier temps, je supprime le contenu ici pour enlever le style que nous avons appliqué aux listes d'éléments. Ensuite, j'ajoute la bordure aux cellules de mon tableau. Donc, je précise ici que mes éléments de tableau, les cellules, je veux une bordure qui a une taille de 1 pixel et que je veux utiliser le type solide. Donc, c'est bien. Juste que les éléments de titre ici n'ont pas le style escompté. Donc, je peux copier ça et remplacer juste le TD par TH. Donc cela me permet d'afficher les bordures de mes cellules. On remarque également par défaut que les bordures des cellules ne sont pas fusionnées, mais séparées. Pour modifier cela, on utilise la propriété CSS Border Collapse, qui permet d'indiquer au navigateur si nous voulons ou pas que les bordures de nos cellules soient fusionnées. Donc cette propriété CSS prend deux valeurs, à savoir separate, qui est la valeur par défaut que nous avons ici, qui indique au navigateur que nous voulons que les bordures de cellules ne soient pas fusionnées. Nous avons la valeur collapse qui permet d'indiquer que nous voulons que les bordures de cellules soient fusionnées.
Donc il faut noter que cette propriété s'applique au tableau lui-même et pas aux cellules directement. Donc je vais retourner dans mon éditeur de test. Donc je vais modifier la propriété border collapse de mon tableau. Donc je mets ici border collapse. Donc je lui donne la valeur collapse. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc je vois bien que mes bordures de cellules sont maintenant fusionnées. Nous allons maintenant voir comment modifier l'affichage du contenu des cellules, de sorte à aligner le contenu par exemple au centre, à droite ou à gauche. Nous avons vu que par défaut, les éléments sont alignés à gauche. Donc nous allons modifier cela et les mettre par exemple à droite. Pour modifier cela, on utilise la propriété CSS Test Align, donc l'alignement de test. Donc cette propriété peut prendre l'une des valeurs indiquées ici. Donc nous avons par exemple left pour indiquer que nous voulons aligner le contenu sur la gauche, right sur la droite, center pour le mettre au centre, justify pour justifier le contenu. Donc nous allons tester cela. Donc je vais retourner à mon éditeur de test ici. Donc supposons que nous voulons modifier l'alignement du contenu pour que nos éléments soient centrés. Donc je peux modifier ça ici directement. Donc je mets ici test align. Je lui donne la valeur center ici. J'enregistre. J'actualise ma page. Donc on voit maintenant que nos contenus sont centrés, les contenus de nos cellules sont centrés. Donc je peux modifier cela et mettre par exemple que je veux que mes contenus soient alignés à droite, right. J'actualise, donc je vois que mes contenus sont poussés, le contenu de mes cellules sont poussés sur la droite. Donc je vais ramener la valeur à center. J'enregistre, j'actualise ma page. Le CSS fournit une propriété Table Layout qui nous permet de modifier l'algorithme à utiliser lors de la disposition des cellules, des lignes et des colonnes d'un tableau. Cette propriété Table Layout peut prendre soit la valeur auto, soit la valeur fix. Il faut noter que par défaut, la valeur de cette propriété est auto. On utilise la valeur auto lorsqu'on veut que la largeur du tableau et des cellules dépendent du contenu. On utilise la valeur fix lorsqu'on veut que les largeurs du tableau et des colonnes soient définies en fonction des largeurs des éléments call ou table ou grâce aux largeurs des cellules de la première ligne. Donc si je retourne sur mon image ici, nous avons vu que par défaut, l'affichage ici est réalisé par le navigateur en utilisant la valeur auto. Donc lorsqu'on modifie cette propriété, Table Layout pour la donner la valeur fix, donc on indique dans ce cas au navigateur que les largeurs de ces cellules, des cellules que nous avons ici, sont fonction de la largeur des cellules ici de la première ligne. La largeur des cellules ici, par exemple, des 3 cellules ici seront en fonction de la largeur de la première cellule de la première ligne. Donc pareil ici, les largeurs des 3 cellules ici seront également en fonction de la largeur de la deuxième cellule de la première ligne ici, ainsi de suite. Donc nous allons utiliser cela pour modifier la largeur de la dernière cellule pour lui donner moins d'espace ici. Donc pour ce faire, je vais retourner dans mon éditeur de test. Donc ici, je vais commencer par indiquer que je veux maintenant un table layout qui est fixe. Donc cela ne change rien dans un premier temps. Je vais ensuite indiquer que pour la largeur de mon tableau, je veux que mon tableau occupe tout l'espace disponible. Donc je mets ici 100%. J'actualise. Dans un premier temps, on note une répartition à peu près égale des 3 colonnes. Nous avons vu tout à l'heure qu'il faut indiquer la largeur des différentes colonnes en utilisant la largeur des
cellule de la première ligne du tableau. Si je veux définir la largeur de cette colonne, j'utilise la cellule de la première ligne pour la définir. Pareil ici, pareil là. Donc ce que je vais faire ici, je remets mon table. Les premières cellules ici représentent des TH. Donc je mets TH. Je vais utiliser le env-child ici, qui est une pseudo-classe que nous avons vu précédemment. Donc je dis que ma première colonne, je veux par exemple que ma première colonne ait une dimension, donc je précise ici le width, la largeur de 50%. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc on voit bien que la première colonne ici, toute cette colonne prend 50% de l'espace disponible. Donc je vais faire pareil, je copie juste ça. Je fais la même chose pour la seconde colonne. Donc je lui mets par exemple, sur les 50%, je lui donne par exemple 40%. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc je vois bien que j'ai juste 10%, les 10% restants qui sont occupés par la dernière colonne. Donc pour donner un peu d'espace à la dernière colonne, je peux modifier ça et lui donner par exemple 30% pour qu'il ait un peu d'espace. Donc voilà. Donc j'ai ma dernière colonne qui occupe actuellement les 20% restants sur les 100%. On peut ainsi utiliser le table layout avec la valeur fis pour indiquer de façon fis et de façon prévisible la largeur des différentes colonnes du tableau. Un petit conseil pour terminer cette partie, c'est que pour une bonne lisibilité du contenu d'un tableau, on peut modifier la couleur de fond des différentes lignes du tableau qui se suivent en leur donnant des couleurs différentes. Donc pour voir à quoi cela ressemble, je vais dans un premier temps désactiver ou enlever le style que nous avons déjà appliqué à notre page. Donc je vais laisser les valeurs par défaut ici. Donc j'enlève tout ça pour avoir dans un premier temps la présentation qu'on avait au début. Donc pour mieux différencier les lignes qui se suivent ici, je peux faire ceci. Donc je prends les différentes lignes. Je vais utiliser ici le env-child. Mes lignes qui occupent des positions paires, par exemple, je veux que leur couleur de fond, donc background color, soit du gris par exemple, un gris clair. Enregistrer, j'actualise ma page. Donc on voit qu'on a une meilleure lisibilité par rapport à avant où le contenu était tout blanc. Donc cela améliore un peu la visibilité du contenu du tableau. Donc voilà pour la modification du style des tableaux. Nous voici à la fin de cette vidéo sur la modification du style des listes et des tableaux. Dans la prochaine vidéo de cette série sur les fondamentaux du CSS, nous allons apprendre comment modifier le style d'arrière-plan d'un élément en utilisant le CSS. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.